Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, de la visite rare, puisqu'il s'agit de l'animatrice tant à la radio qu'à la télévision et l'excellente comédienne et golfeuse Marina Orsini. Aussi un entretien avec un golfeur professionnel réputé sur le circuit professionnel. Je parle de Jesper Parnevik. Il nous parle bien entendu de sa carrière, mais aussi de la relation privilégiée qu'il avait avec René Angélil. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongée dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Marina Orsini. Marina, est-ce qu'on peut dire que tu es une golfeuse? À temps partiel? Très à temps partiel. Je dirais, je joue quelques fois par année, souvent dans des événements corporatifs, des levées de fonds. Mais j'adore le golf. Comme je dis souvent aussi, j'ai beaucoup de potentiel. J'ai du potentiel, beaucoup, c'est assez prétentieux. J'ai du potentiel. Quand je joue, j'ai du plaisir, je la frappe souvent, mais quand même, je suis en ligne droite. Je me retrouve pas dans le fond de la forêt, en tout cas de temps en temps, mais je la frappe souvent. Mais je me dis, au moins, je suis en ligne droite, puis j'avance, puis je reste dans le plaisir. Ça prendrait quoi pour développer le potentiel de Marina? Bien, des cours, je pense, avec un pro. Quelques classes, Puis chaque fois qu'on vient, justement, en tournoi, pas en tournoi, mais en corpo, comme ça, en levée de fonds, il y a toujours des pros qui nous donnent des conseils. Fait que ça, c'est le fun. Es-tu capable de les mettre en application? J'essaye. Mais en même temps, tu développes ton propre confort aussi, puis des fois, tu prends des faux plis, là. Mais pour moi, l'idée, c'est de me retrouver premièrement dans la nature. J'adore ça. Puis je dirais, rester dans le plaisir. Je suis pas fâchée, je suis pas frustrée, je suis pas compétitive non plus. Fait qu'il faut que je joue avec des gens qui ont un peu le même esprit, là, tu sais. Des gens qui nous poussent dans le dos, ça me stresserait. J'aimerais pas ça, je jouerais pas, tu sais. OK. Et puis, d'un point de vue technique, tu disais que tu étais une naturelle. Es-tu sportive de nature? Bien, je suis une fille physique, moi. J'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait de la gymnastique, du patin quand j'étais plus jeune. Fait que je suis une fille très physique, tu sais. Oui, c'est de là l'idée du potentiel, là, tu sais. Mais en même temps, c'est comme le piano. Si tu le pratiques pas, tu vas toujours rester à un la certain même niveau. place. Exactement. Tout à fait. Donc, quand tu es au-dessus de la balle, pour avoir la tête vide, t'assurer que tu fais un bon élan, tu penses à quoi? Bien, j'essaie de penser à où je m'en vais. L'alignement? Oui, l'alignement. C'est surtout ça, tantôt avec Steve, justement, il disait que c'est pas tant dans le swing que l'alignement. Tu t'en vas où, elle s'en va où, ce balle-là, tu sais. Je pense que c'est plus ça, ce que j'aurais à travailler. Est-ce qu'on essaie? Ah oui, vous allez me filmer? Mon Dieu, voici! Marina devrait être plus confiante au-dessus de la balle. Elle possède une bonne stabilité et une excellente coordination main-œil. Une position initiale plus athlétique, donc plus inclinée vers l'avant, lui permettrait de développer une meilleure rotation des épaules et d'effectuer un transfert de poids complet. Une bonne habitude à avoir est de conserver sa position finale jusqu'à ce que la balle soit tombée au sol pour créer des automatismes. Dernier point qui n'est peut-être pas perceptible à la caméra, c'est son attitude exemplaire au-dessus de la balle. Malgré le défi et la pression, Marina s'élance avec un certain sourire. Rappelez-vous que si votre esprit est positif, le résultat suivra. Reste! Ah, redescendu! Voici notre question quiz cette semaine qui concerne l'Omnium des États-Unis. Qui a été le premier Américain à gagner ce tournoi? Est-ce que c'est A. Francis Ouimet, B. Walter Hagen ou C. John McDermott? La réponse après la pause. Alors, qui a été le premier Américain à remporter l'Omnium des États-Unis? La réponse, c'est John McDermott. Il a réalisé son exploit en 1911, c'était du côté de Chicago. Il a aussi gagné l'Omnium des États-Unis en 1912. Quant à Francis Ouimet, il a été le dernier joueur américain à remporter l'Omnium des États-Unis, mais en tant que joueur amateur. En tout, il y a 81 joueurs américains qui ont remporté leur Omnium national.
Rémi Bouchard, accompagné de Jasper Parnevik, joueur du Champions Tour et joueur du PGA Tour. Jasper, you've been around for a while. Now you're on the Champions Tour. Tell me about the experience. Oh, I actually love it. I heard so many good things about it before I got out there. So I played it for 1 year now, and it's better than I expected. I mean, you have so many fun guys, and the atmosphere is great. The tour is run great, and they're very competitive. I'm actually surprised how well they're playing, because Bernard Langer probably better. He's playing better than he ever has, I bet you. And we spoke to Colin Montgomery earlier, and he was saying the atmosphere, playing, because you've played PGA Tour before. Yeah. You're one of the Europeans that settled in the U.S. and played the U.S. Tour. Yeah. He said he regretted not getting membership faster. Is the atmosphere like a little more relaxed because you guys, your career is not behind you, but it's a second career? It is, it is fun. I mean, but you also have a lot of personalities. You know, you have the Jimenez, you have the Colin, you have the Freddie Couples, you have John Daly. So it's all like fun guys to be around. And but there's a reason why they're there. That's why they won everything at one time. So they're very competitive, and they're shooting really low scores. And the courses are a lot longer than I thought. I thought I was I hit it pretty far, and I thought I was gonna hit like driver 6-iron into the par 5s, and just. It's not like that at all. We play like Sugarloaf. We play the same teams we played on the PGA Tour. So it's longer than I thought, and the golf is very high level. And you've got some younger guys, the 50s, the Steve Strickers, David Toms coming up. Last week, yeah, and you have Jerry Kelly's coming out, and then you have VJ. Yeah, I mean and for me it's fun, you know. Some of those guys, especially guys from Europe, I haven't seen for many years and so on. So it's fun to meet again and compete again. And I mean, I love it. That's great. You've been to Montreal a few times. You were neighbors with Celine Dion and Mr. Angelil in Florida. The passing of Mr. Angelil, we played together at Le Mirage. What's your best souvenir with René? I mean, it was very sad, you know, that he got the cancer back and all that, because he won over it one time, and it's hard to explain for people that don't know René. I mean, he was a great guy. And from the day one I met him, he was he was kind of like Santa Claus for us as well, because he would come to our house for Christmas, and the kids, when they were like this, they thought it was Santa Claus, and he was actually like this Santa Claus. He was such a nice guy, and whenever he went, you know, everybody loved him, and it was sad to see him go, because he was a great friend. Jasper, thanks for your time, and good luck this summer on the Champions Tour. Thanks a lot. Avec nous, Louis Bourgeois, qui est formateur pour Golf Canada auprès des entraîneurs de golf communautaires. Qu'est-ce que ça représente, ça? Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, les entraîneurs de golf communautaires, c'est un volet qui fait partie du Programme national de certification des entraîneurs, PNCE, peut-être un mot qu'on entend de temps en temps. C'est quoi ça? C'est un programme qui a été créé par la PGA du Canada, Golf Canada et les entraîneurs, la certification des entraîneurs canadiennes. C'est quoi? C'est un stage de 2 jours qui est ouvert à tous, de toute personne qui a 16 ans et plus, qui est intéressé à partager sa passion de golf, qui veut s'impliquer auprès de son club de golf, que ce soit un ex-membre junior, un parent bénévole, même un employé d'un club de golf qui désire s'impliquer. Puis le PNCE, ça fait partie, dans le fond, de l'entraîneur de golf communautaire. C'est un sport comme un autre. Il y en a 66 sports, qui soient le baseball, le soccer, le tennis. Dans le fond, le golf fait partie de ça. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a intégré le PNCE. Donc, on demande des entraîneurs de golf qui ressemblent aux entraîneurs de soccer, de hockey. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un entraîneur de soccer, de tennis, de baseball, de hockey doit planifier ses entraînements. L'entraîneur de golf pour créer des ligues juniors, des camps de jour, des camps de golf, une multitude d'activités qu'on peut faire. Puis le stage, dans le fond, est fait pour ça. C'est un stage de 2 jours. Il y a un volet théorique et un volet pratique. Le volet théorique, ce qu'on va montrer, c'est l'enseignement aux enfants. On apprend les stades de développement, les valeurs, dans le fond, les compétences de vie, qui soient le respect, l'honnêteté, la discipline, la persévérance, etc. Toute la partie éthique et légale des entraînements. Écoute, une multitude de choses. Puis la partie pratique, bien, ça se passe à l'extérieur, comme ici au champ de pratique. On va faire de l'analyse de développement, on va se coacher l'un envers l'autre, on va apprendre à enseigner. On va aussi monter des installations de pratique qui sont hyper sécuritaires pour les enfants, puisque c'est très important, la sécurité. Un bâton, un coup de bâton, ça vient vite en arrière de la tête. On met de la couleur, que ça fasse un wow, que les jeunes y arrivent au champ de pratique, font « wow, ça a donc bien l'air le fun de jouer au golf », et non que ça soit toujours
trop classiques des entraînements qu'on frappe des balles. On met de la couleur là-dedans. Et comment on s'inscrit justement à ce programme-là? On s'inscrit soit par Golf Québec ou sinon on va sur le site de PGA du Canada, l'onglet Programme, Atelier public. Ça s'appelle Golf, entraîneur de golf communautaire. Donc, je répète, entraîneur de golf communautaire. Évidemment, c'est bénévole. Non, c'est pas bénévole. Le stage, il y a un coût pour ça. Golf Québec donne des subventions. Le coût est 300 $ pour les 2 jours. Puis encore là, on peut être rémunéré comme moi au club à Grey Rocks. Mes assistants sont payés, sont rémunérés pour faire les camps de golf. Donc, c'est une partie de faire de l'argent avec ça. Mais s'il y a des parents qui veulent s'intégrer aussi, qui veulent juste aider le pro ou aider le club de golf, bien, comme un coach de hockey, s'il veut le faire bénévolement, il n'y a aucun problème. Écoute, on a besoin pour développer le golf au Canada, on a besoin de ces gens-là qui s'impliquent. Puis moi, lors du stage, on outille les gens à planifier, organiser, structurer leur programme des sessions juniors, comme j'ai dit tout à l'heure, les ligues, etc. Merci beaucoup, Louis Bourgeois, puis on vous souhaite bonne chance. Puis les inscriptions, là, les 2 stages, excuse-moi Daniel, là, il y a un stage, on donne toujours un stage au Fontainebleau, mais le stage qui va être à suivre, c'est à Lévis le 3 et 4 juin prochain. Il y a de la place encore. C'est bien. Bienvenue Merci à tous. beaucoup. Au terrain d'exercice, vous est présenté par les bois de départ GBB Epic de Callaway. Une distance épique pour tous les joueurs. Certains coups au golf ont une plus grande incidence sur la carte de pointage que d'autres. Si je prends un exemple, un coup roulé court, sa valeur est d'exactement 1 coup, 2 tout au plus dans la mesure où on rate notre premier coup roulé. Par contre, un coup de fosse de sable en périphérie du verre peut vous aider à sauver le normal, mais peut aussi vous coûter 2, 3 ou même 4 coups sur votre carte de pointage. Cette réalité triste que je partage avec mes élèves est suffisante pour les convaincre de devenir compétents dans les fosses. Et l'aptitude à exécuter des bons coups de fosse de sable autour du verre est le sous-produit à la fois d'une technique adéquate qui permet au wedge, ou plutôt au cocheur de sable, d'interagir avec le sable de la bonne façon et évidemment d'un peu de pratique. La bonne technique dans les fosses de sable débute par une bonne compréhension du design de votre cocheur de sable. Imaginez que votre wedge s'apparente à un couteau. On a une portion ici qu'on appelle tranchante et une portion aussi qui est plane nommée le rebond. Le rebond, c'est un angle. Cet angle-là est déterminé par rapport au sol et va permettre une belle interaction du cocheur dans le sable. La façon la plus efficace de faire agir le rebond dans le sable, c'est en ouvrant la tête du bâton un petit peu vers l'extérieur. Ça présente ainsi le dos de celui-ci. La deuxième chose, c'est plutôt lors de l'exécution. On veut s'assurer de laisser la tête de bâton dépasser la position des mains. Alors, si on utilise le rebond efficacement, que le bâton pénètre autour de 2 pouces derrière la balle, et avec assez de vitesse, il y aura donc une bonne rotation arrière qui permettra à la balle, lorsqu'elle tombe, d'arrêter rapidement et à proximité du trou. Dites-vous que tous les bons golfeurs amateurs ainsi que professionnels ne regardent aucunement la balle lorsqu'ils exécutent, mais plutôt un point spécifique, là où ils veulent que le bâton pénètre dans le sable. Aussi, ils ne s'élancent pas à la balle, mais la prennent plutôt au passage. Donc, pour sortir, il faut finir. Pour une pratique efficace dans les fosses de sable, je vous conseille l'éducatif des boîtes. Non seulement l'éducatif des boîtes vous permettra de positionner la balle correctement dans la portion avant de votre position initiale, mais vous efforcera aussi de porter une attention particulière à l'endroit qui est 2 pouces derrière votre balle pour l'exécution, tel que mentionné précédemment. Tout d'abord, tracez une grande ligne sur une portion plane dans une fosse de sable. Ensuite, dessinez des boîtes d'environ 6 pouces de longueur, telles que démontrées. Le premier défi est d'effacer les boîtes en permettant au cocheur de pénétrer le sable à l'endroit où la boîte débute et d'en ressortir à l'autre extrémité. Lorsque vous le faites avec succès, vous n'avez qu'à placer des balles au centre de ces mêmes boîtes et de relever le défi à nouveau. Tentez ensuite de produire des coups similaires sans le support visuel que les boîtes vous prodiguaient, mais plutôt en les imaginant. Si le verre ou bien le drapeau se trouve plus éloigné, tentez le même exercice, mais plutôt avec l'utilisation d'un cocheur intermédiaire, d'un cocheur d'allée ou même d'un fer neuf si nécessaire. La technique ne diffère aucunement. Par contre, la balle sortira de la fosse avec beaucoup plus d'explosion, sans avoir à vous élancer plus fort ou bien de frapper plus près de la balle. Alors, lors de vos prochaines séances de pratique dans les fosses de sable, mettez ces quelques conseils à profit et je vous garantis que vos résultats seront satisfaisants non seulement en pratique, mais aussi sur le parcours. Greg, we're talking about technical changes, but the game itself and the people surrounding the game changed. As an example, Keith Pelley, the new, I'd say, commissioner for the European Tour,
is suggesting to do new things. And some people call it gimmick. How do you react to these possible changes? Well, sometimes... Or would you be favorable to these changes? Well, sometimes, you mean with equipment? No, equipment, or like he's suggesting to allow the players to play in Bermudas, or to have music on the course while the guys are playing. Yeah, look, people do it every day now, right? People are connected to their devices, they've got earbuds in their ears, they're walking around, they're getting everything that they need to get off their device. So why not let them do it on a golf course? I've been a big promoter of wearing shorts for a long, long period of time. Why not, right? The guys are healthy, they're fit, they've got good-looking legs, you know, and if it's 100 degrees outside, why not? There's nothing wrong with it. We should be able to get around a game of golf with the technology we have, with yardage books, everything, caddy, everything. You should be able to get around in under 4 hours. Mm-hmm. And it's like driving your car down any expressway or freeway. You have one slow driver, he'll slow up everybody else. Mm-hmm. But you have one fast driver, he won't pull everybody else along. So really, I think the penalty's been too... gentle? Gentle is a good word. I think they know who the slow players are. Get on there, change the rules a little bit, change this, the time to hit a shot, change that. You only have to adjust it by maybe a minute a hole. Because it doesn't take fancy solutions, I think, to get things back to normal. For the professionals, we played 2 practice rounds. So you know the golf course, right? You have a caddy, you've warmed up, you have a yardage book, you know exactly where the hole location is going to be the day before, right? So if you can't get up there and hit a shot, walk your deal, and start getting ready 20 meters before you get to your tee shot or to your second shot, shame on you. Personally, are you going back to the competition or taking care of that new project? No, I'm not going back to competition. I'm enjoying my life in the business world. I'm enjoying this project that I've been working on for 3+ years now. And when it goes to market, there's going to be a lot of other things coming from it. So I've got enough to focus on. Greg Norman, merci beaucoup. Very merci kind of you. beaucoup. Pour la situation de cette semaine, on se retrouve sur le vert. Éric, il peut y arriver des situations bizarres un peu avec le drapeau. De temps en temps, on va retirer le fanion du trou. Et cette petite pièce qui tient le drapeau va tomber et faire dévier la balle. Mais savez-vous que vu que cette pièce ne fait plus partie du drapeau, elle devient un élément étranger selon le livre des règlements? Ça veut tout simplement dire que vous devez replacer la balle à son endroit original et rejouer le coup. Il peut y avoir certaines situations, surtout lors des matins humides. Effectivement, certains matins ou certaines journées, on essaye d'enlever le fanion du trou, puis le bout reste coincé à l'intérieur. Ce qui va se produire, c'est que le revêtement intérieur va sortir un petit peu. Advenant le cas, s'il y a impact avec le revêtement intérieur et la balle, il faut savoir qu'il n'y a pas de pénalité. Mais il y a une précision à avoir. Effectivement, si le revêtement intérieur était en mouvement lorsque la balle a fait contact, mais le coup doit être annulé et rejoué. Par contre, si le revêtement intérieur était immobile lorsque la balle a fait contact avec celui-ci, mais tu dois jouer la balle là où elle repose. Merci pour ces précisions. Cette semaine, je vous présente le bijou caché de l'Ontario, le Club de golf Nation. Situé à 25 minutes de Hawkesbury et entièrement ouvert au public, on le découvre en compagnie de son président, Claude Blanchette. Le Club de golf Nation existe depuis combien d'années? Depuis 1994. On a ouvert le 1er juin 1994. C'était un rêve de mon père qu'il voulait avoir un terrain de golf et puis il s'est lancé là-dedans. En 92, ça a pris 2 ans, puis c'est l'histoire familiale qu'on a depuis 22 ans déjà. Puis aujourd'hui, c'est vous qui êtes en charge du club? C'est la famille, mais c'est moi qui s'en occupe. On est 5 enfants, puis c'est moi qui s'occupe du terrain avec ma femme. Puis votre père est toujours un fidèle joueur, que vous me disiez. Oh oui, il joue 4-5 fois par semaine. À l'âge de? Il a 74 ans la semaine passée. On aime ça, c'est des belles histoires de golf. Pour les golfeurs qui ne connaissent pas le Club de golf Nation, comment vous le décrivez comme parcours? C'est un terrain qui est assez tricky à jouer, je peux dire en anglais. Il s'adapte à n'importe qui. On a diversification de têtes de départ. Pour les femmes, c'est facile. Si un homme veut jouer un terrain plus difficile, il y a les bleus, c'est plus difficile, mais le terrain joue très bien.
Par contre, le terrain est assez challenging, comme on dit en anglais. Pourquoi? À cause que les verres sont petits, les allées sont très étroites, et puis on ne peut pas prendre nos bâtons, notre bois 1 plus que 4-5 fois par partie. Donc, un terrain où est-ce qu'on a besoin d'une grande précision? Précision est très importante. Le choix de bâton, c'est le numéro 1 dans la partie. Ici, vos trous signatures, ce seraient lesquels? Le 18, c'est un trou, il fait face à la clubhouse, c'est 35 pieds d'élévation. C'est un par 3 de 135 verges. Faut que tu frappes l'île, c'est une île naturelle. Donc, c'est assez difficile à frapper l'île. Et puis, le monde aime ça parce que tu vois la clubhouse et puis tu rentres au green. Après une partie, c'est le fun, un par 3. Le trou numéro 12, c'est un par 5. Même scénario. C'est 40 pieds dans les airs, on tee off, ça descend au creek. Après ça, on monte tranquillement, on s'en va au vert, qui est à 450 verges plus loin. Pour les gens du Québec qui se magasinent les vacances de golf, ici, c'est un endroit idéal parce que tout d'abord, on reçoit un accueil en français, mais aussi, il y a tout plein d'activités à faire dans la région. Oui, il y a des microbrasseries, on a un zoo en bas de la côte, on a des accès à des hôtels, des campings, puis le Golf Nation, mais c'est un endroit qu'il faut absolument venir voir. C'est un très, très beau terrain. On voit derrière nous beaucoup d'arbres matures. On voit également un grand dénivelé. Est-ce que c'est représentatif du reste du parcours? Oui, le terrain, exactement ce qu'on voit comme c'est là, c'est ce qu'on va vivre le long du 18 trous. Il y a un ruisseau à travers du terrain. C'est une forêt mature qu'on a taillée à travers. Et puis, il y a des sand traps à chaque trou. Il y a 4 lacs artificiels. Comme on expliquait tantôt, c'est des allées étroites. C'est un terrain fun à jouer. Chaque trou est différent. Et puis c'est un plaisir. Tout le monde qui vient, il apprécie le terrain tout le temps. Puis en terminant, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais joué ici, qu'est-ce qui les attend? Quel est le coup de cœur que vous avez à leur transmettre ici? C'est le défi. C'est un terrain avec un grand défi. Le monde comme je dis tantôt, le monde qui vient, ils veulent le revenir. Tu ne veux pas le jouer juste une fois, tu veux le jouer 5-6 fois. C'est un terrain très, très fun à jouer. Merci, on vous souhaite une excellente saison en 2017. Merci beaucoup. Ben, c'est déjà tout pour cette semaine. Qu'on le veuille ou non, quand on regarde ce Jesper Parnevik, quel personnage sympathique et toujours très intéressant. La semaine prochaine, à l'émission, un autre joueur européen, un peu grognon celui-là, qui a dominé la liste des boursiers pendant plusieurs années du côté européen, Colin Montgomery. Pas de victoire majeure au cours de sa carrière sur les circuits réguliers. C'est lorsqu'il est arrivé sur le circuit des vétérans, le circuit des champions, qu'il a enfin remporté une première victoire majeure en carrière. Aussi avec nous la semaine prochaine, Mark Barberio. L'émission n'a pas manqué, au 19e, là où on entend bien sûr les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec, en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.